imagine un peu ce scénario. Tu es russe, citoyen de la Fédération de Russie, et tu vis ta vie paisiblement, peut-être à Saint-Pétersbourg, Kazan ou même Moscou. Loin du bruit des bombes et loin du front ukrainien. Tout semble normal, tu continues ton quotidien comme si de rien n'était. Et puis, quelqu'un te regarde droit dans les yeux et te pose une question super directe. Qu'est-ce que tu penses de ton président, Vladimir Vladimirovitch Poutine, et de sa guerre en Ukraine? Tu te dis sûrement que tu aurais une réponse très claire, que tu condamnerais la guerre, tu mettrais une mauvaise note à Poutine, et il aurait tellement honte qu'il n'oserait plus mettre un pied sur la place rouge. Ça paraît logique, pas vrai? Mais voilà, la réalité, elle est tout à fait différente. En fait, la majorité des Russes ne pensent pas comme ça du tout. Ils ne condamnent pas la guerre et ne rejettent pas leur président. Et c'est pas juste une impression tirée de sondages officiels, et même les études non officielles montrent la même tendance. Les chiffres ne changent pas réellement, quel que soit le type de sondage. En Russie, malgré ce que l'on pourrait croire, les sondages montrent une réalité assez surprenante. Parmi les rares instituts de sondage indépendants, comme le centre Levada, on voit que c'est moins de 20% de la population qui est contre la guerre et le leadership de Poutine. C'est assez impressionnant, non? Eh bah, c'est pas juste Levada qui dit ça. Des sondages comme ceux de Russian Field ou de Chronicle Group montrent à peu près la même chose. Environ 77% des Russes continuent de soutenir la guerre en Ukraine. Pourtant, et c'est là que ça devient un peu contradictoire, 52% préféreraient négocier plutôt que de continuer à se battre. Malgré ça, ils ne lâchent pas le Kremlin. Comment t'expliques ça? Eh bien, il y a plusieurs raisons. D'abord, la rhétorique anti-occidentale martelée par le gouvernement et la propagande constante font effet. Et puis il y a aussi le fait que la plupart des Russes ne vivent pas à proximité de la ligne de front. Ils ne voient pas les combats de près. Mais la vraie raison pour laquelle Poutine reste en place, c'est plutôt assez simple. Il n'a tout simplement pas de rival. Personne ne peut vraiment lui faire de l'ombre. C'est lui qui détient le pouvoir et il ne le partage avec personne. Alors là tu te dis peut-être, mais attends, on a souvent entendu parler de gens comme Shoigu, Gerasimov, Patrushev ou même Medvedev. Et t'as raison, ces gars-là sont influents, mais ils ne sont rien de plus que des marionnettes. La réalité, c'est que toute la Russie moderne est façonnée à l'image de Vladimir Poutine. Après 23 ans au pouvoir, il a construit un pays qui dépend entièrement de lui. Un peu comme un tsar des temps modernes, Poutine a fait de la Russie une société où tout le pouvoir émane de lui, où l'importance de chacun dépend directement de son bon vouloir. Si on transplantait cette Russie au Moyen-Âge, elle ne serait pas si différente d'un royaume dirigé par un souverain tout-puissant. En Russie, les oligarques, c'est un peu comme les nouveaux nobles du 21e siècle. Ce sont eux qui jouent les courtisans, toujours prêts à danser au rythme que Poutine impose. Ils ne bougent que quand il leur en donne l'ordre. Ensuite, il y a l'armée et les forces de sécurité. Eux, ils sont là pour faire respecter la volonté de Poutine. Et ils le font pas vraiment dans la douceur. Et tout en bas de cette pyramide du pouvoir, il y a le peuple. Malheureusement, ce peuple n'a qu'un rôle très secondaire dans cette grande machine. Tu vois, Poutine semble avoir verrouillé son système à tous les niveaux. Il contrôle tout. Mais attention, ça ne veut pas dire pour autant que son régime est complètement à l'abri des menaces. Il y en a eu, et la plus récente, celle qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est l'affaire Prigojine. Alors tu te souviens sûrement de lui, le chef du groupe Wagner. Ce gars-là, il est carrément arrivé avec ses troupes à moins de 200 km de Moscou. C'était une menace sérieuse pour le Kremlin, une des rares qui ait réussi à s'approcher aussi près du cœur du pouvoir. В 3-4 раза больше, чем это в документах подается наверх. А то, что подается, это в 10 раз меньше, чем говорят по телевизору. ЧВК «Вагнер» хотели расформировать. Мы вышли 23 июня на марш справедливости. Alors comme tu l'as sûrement vu, Poutine a réussi à stopper net l'avancée du groupe Wagner en empêchant les officiers supérieurs de l'armée de se joindre à cette mutinerie. Un coup de maître pour garder le contrôle. Mais c'est loin d'être fini. Poutine a aussi exigé sa revanche. Prigojine, qui avait osé défier son autorité, a vu son sort scellé lorsque son avion s'est mystérieusement crashé en survolant la Russie. Cette victoire, elle n'est que symbolique. En réalité, la mutinerie de Wagner a révélé que le régime de Poutine n'est pas intouchable. Et d'ailleurs, Poutine non plus. Certains disent même qu'il aurait survécu à pas moins de 43 tentatives d'assassinat. Alors malgré tout ça, on est quand même dans une sorte d'impasse. Du côté ukrainien comme du côté russe, la guerre n'avance plus vraiment. C'est pour ça que certains pensent que la chute de Poutine pourrait résoudre tous les problèmes. Mais
est-ce que c'est vraiment la solution miracle? Et puis, si on se demande comment Poutine pourrait tomber, il y a plusieurs questions qui se posent ensuite. Qu'est-ce qui pourrait provoquer sa chute? Comment ce déclin pourrait-il se produire? Et est-ce que la fin de Poutine mettrait réellement un terme à la guerre et à la confrontation avec l'Occident? Dans cette vidéo, on va creuser toutes ces questions et on va t'expliquer les différents scénarios possibles pour la chute de Poutine et on verra ensemble si son départ pourrait réellement changer les choses, notamment en Ukraine et dans les relations avec l'Occident. Mais avant de démarrer, je t'invite à t'abonner, à liker et à partager. Et si tu as envie de taper la discute, tu peux écrire un commentaire ou nous envoyer un DM sur Insta. Allez, c'est parti. Le tsar sur la sellette. Je suis sûr que tu te demandes aussi à quoi ressemblerait une Russie sans Vladimir Poutine. Ça paraît presque impossible à envisager, non? Après tout, ça fait tellement longtemps qu'il est aux commandes qu'on a presque l'impression que la Russie, c'est Poutine. Il a transformé le pays en son domaine privé, ce qu'on appelle une autocratie établie. C'est simple, il a le monopole absolu du pouvoir. Tout passe par lui. Chaque décision importante vient directement du sommet. Une vraie situation de Big Brother, comme dans 1984. Mais ça, tu le sais déjà. Le vrai problème, c'est autre chose. L'histoire nous a montré que, dans les périodes d'incertitude, l'impensable peut devenir réalité. Alors chez Diplo, on s'est posé une question, une de plus. Comment est-ce que la chute de Poutine pourrait survenir? Qui aurait le courage ou la capacité d'appuyer sur le bouton rouge et de le faire sauter? Eh bah, première question. Selon toi, qui serait le mieux placé pour renverser Poutine? Je parie que beaucoup d'entre vous pensent directement à ses proches. L'élite autour de lui, cette fameuse oligarchie qui semble avoir tellement d'influence dans l'ombre. Mais qu'est-ce qui pourrait bien pousser ces courtisans à trahir le tsar suprême? Et surtout, est-ce qu'ils ont réellement les moyens de le faire? Eh bah, reste bien attentif parce que c'est là que ça devient très intéressant. Il y a quelques semaines, on t'a parlé ici même des pertes financières énormes que subissent les oligarques ukrainiens à cause de l'invasion russe. Des milliards sont partis en fumée et beaucoup d'entre eux ont déjà fait une croix dessus, conscients qu'ils ne reverront jamais cet argent. Mais maintenant, on doit se poser une autre question. Quel est l'impact de cette guerre sur les oligarques russes? Eh bah, regarde ça, parce que les chiffres, ils ne mentent jamais. Les oligarques russes perdent 95 milliards de dollars en 2022 à cause des sanctions suite à la guerre en Ukraine. T'as bien entendu, 95 milliards de dollars, c'est ce que les oligarques russes ont perdu rien que la première année de l'invasion en Ukraine. 95 milliards de dollars qu'ont perdu cette nouvelle noblesse habituée à plonger dans l'opulence, frissonnant dans des eaux beaucoup moins profondes. Parlons d'un cas emblématique. Roman Abramovich, l'ancien propriétaire du Chelsea Football Club. En 2022, il a perdu 57% de sa fortune. Plus de la moitié de son immense richesse s'est évaporée à cause de l'invasion. Et ce genre de perte continue de frapper les oligarques russes aujourd'hui. Par exemple, Mikhail Friedman se bat devant la Cour de justice de l'Union européenne pour libérer 16 milliards de dollars gelés dans la zone européenne. 16 milliards, c'est énorme. T'as compris? On assiste à une véritable hémorragie financière pour ces oligarques. Certains d'entre eux ont même pris une décision impensable, critiquer ouvertement l'invasion et s'opposer à Poutine, bien sûr depuis l'étranger. Des exemples, Arkady Voloz, ancien PDG de Yandex, et Anatoly Choubaïs, ex-vice-président de la Russie, qui ont pris position contre le régime. Mais soyons clairs, ce sont des exceptions. La majorité des oligarques russes continuent de soutenir Poutine. Pourquoi? Eh bah parce que beaucoup d'entre eux craignent qu'un changement leur fasse perdre leur influence, leur pouvoir, voire leur source de richesse. C'est un peu l'équivalent de l'expression « vaut mieux un mal qu'on connaît déjà ». Ces oligarques ont accumulé leur fortune colossale grâce à Vladimir Poutine et ils savent qu'ils doivent leur statut à son bon vouloir. Poutine l'a démontré dès son arrivée au pouvoir en 2000. Il a confié des entreprises clés à ses alliés, comme la direction de Rospirtprom à son ami Arkady Rotenberg, qui a ensuite profité de nombreux contrats d'État via sa banque SMP. Mais personne n'est à l'abri, même des titans comme Vagit Alekperov, après 30 ans à la tête de Lukoil, qui ont été remplacés sur ordre du Kremlin. Elle est là, l'autocratie de Poutine. Et quiconque dévie du chemin peut être destitué sans avertissement. Aujourd'hui, tu es au sommet, demain tu peux être écrasé, à moins que rien. Poutine a envoyé un message très clair à ceux qui oseraient le défier. En 2023, il est même allé jusqu'à confisquer 94,2% des actions de Metafrax Chemicals, une société privatisée en 1992, marquant un avertissement pour tous les oligarques. Avec la guerre, le Kremlin accorde plus d'importance à l'État, aux entreprises privées, ce qui est évidemment mauvais pour les affaires des oligarques, car ça réduit leur influence et leur marge de manœuvre.
Poutine a construit un système où il contrôle tout. Les oligarques le savent et c'est pourquoi ils préfèrent suivre les règles. Personne ne veut finir mort mystérieusement comme Vitaly Robertus de Lukoil ou en exil comme Vladimir Koussinski et Mikhail Khodorkovsky, les premiers oligarques à avoir subi la fureur de Poutine. Et bien sûr, ils ne veulent pas perdre leurs privilèges ou leur capacité à amasser des fortunes. Cependant, la patience des oligarques a ses limites. Et avec les sanctions occidentales qui s'aggravent de jour en jour et les coûts de la guerre qui explosent, cette limite pourrait bien être atteinte plus rapidement que prévu. La question est, jusqu'à quand pourront-ils supporter cette situation ? L'UE adopte le 14e paquet de sanctions contre la Russie. Aujourd'hui, les États-Unis sanctionnent près de 400 entités et individus pour avoir permis à la Russie de poursuivre sa guerre illégale en Ukraine. Avec cette action, le département d'État impose des sanctions à plus de 190 individus et entités. Département d'État US en août 2024. Alors qu'est-ce qu'on veut dire par tout ça ? Eh bien, il ne serait pas étonnant qu'un jour, les oligarques décident de comploter pour faire tomber Poutine. Parce que, franchement, dans la situation actuelle, se débarrasser de lui pourrait rendre leur vie beaucoup plus facile et leurs affaires beaucoup plus juteuses. Mais attention, ce serait un coup extrêmement risqué. Un pari où il n'y a pas de juste milieu. Ce serait un vrai jeu à somme nulle. Soit Poutine tombe, soit ceux qui participent à ce complot échouent et en payent le prix fort. C'est tout ou rien, quitte ou double. Et c'est justement ce qui protège Poutine. Son régime repose sur une menace. Si tu le trahis et que tu te loupes, tu finiras dans les oubliettes. Donc même si un coup d'État est théoriquement possible, il y a des fortes chances que les oligarques ne se risquent pas dans ce genre de décision. Mais attention, les oligarques ne sont pas les seuls à pouvoir causer des ennuis à Poutine. Il y a d'autres forces en Russie qui pourraient elles aussi mettre le président en difficulté. En théorie, l'armée pourrait effectivement jouer un rôle clé dans un éventuel changement de régime en Russie. Et c'est pas une idée en l'air. Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, les tensions au sein des forces armées russes n'ont fait que s'aggraver. Les pertes humaines et matérielles subies par l'armée ont été énorme et ça a creusé des fractures profondes entre certains commandants militaires et le gouvernement. Il y a même des officiers qui, en privé, ont exprimé leur mécontentement face aux stratégies adoptées en Ukraine. Ils critiquent aussi la corruption omniprésente qui gangrène l'armée russe. Mais le plus frappant, c'est la frustration croissante parmi les commandants militaires de rang intermédiaire. Ils sont de plus en plus nombreux à être indignés par les tactiques utilisées par le haut commandement pendant cette guerre. Des tactiques inefficaces, voire désastreuses, qui mettent leurs troupes en danger et les laissent dans des situations intenables. Des exemples de ces tactiques en question, en voici un. Moto et chaos dans l'est de l'Ukraine. Les dernières tactiques russes pour prendre d'assaut les tranchées prévoient l'utilisation de motos et de véhicules tout-terrain pour traverser des espaces ouverts à grande vitesse, souvent sous un déluge de feu ennemi. L'une des tactiques récentes de l'armée russe, c'est d'envoyer des sections à moto sur la ligne de front pour forcer les Ukrainiens à révéler leur position en ouvrant le feu. Une fois repérés, l'artillerie et les drones russes prennent le relais pour frapper ces positions. Le problème, c'est que les pertes sont énormes. La plupart des soldats envoyés dans ces missions n'en reviennent pas vivants. Ce sont des missions suicides, mais le haut commandement ne semble pas s'en préoccuper. Évidemment, ce genre de décision brutale nourrit de plus en plus le mécontentement dans les rangs des troupes et au sein des casernes. Si la situation ne change pas en Ukraine, on pourrait même envisager à terme un soulèvement de certains segments de l'armée. Mais est-ce que la probabilité est élevée ? Le souci, c'est que Poutine a construit un système de pouvoir solide au fil des années. L'armée russe a bénéficié de généreux financements, modernisation des infrastructures, augmentation de salaires, avantages pour les familles des militaires. Tout ça a contribué à s'assurer de la fidélité des hauts gradés envers le régime. Mais c'est loin d'être fini. L'armée est aussi profondément infiltrée par le FSB, les services de sécurité russes, qui exercent un contrôle très strict sur les communications et les déplacements de militaires. C'est cette surveillance constante qui empêche de nombreux officiers de passer à l'action, même s'ils sont mécontents. Par exemple, il y a des histoires comme celle-ci. Le FSB lance une vaste purge de l'élite militaire avec l'approbation du Kremlin. La purge des officiers supérieurs est le résultat de luttes intestines entre le FSB et l'armée liées à l'échec de la capture de Kiev et la concurrence pour les fonds alloués à la défense. Poutine, il s'appuie sur une vieille tactique soviétique pour maintenir le contrôle. Purger périodiquement l'armée de tous ceux dont la loyauté est mise en doute. C'est une méthode classique pour éviter toute contestation interne. Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, plus de 30
30 généraux ont été écartés de leurs fonctions. Donc, même si un soulèvement militaire est possible, il reste peu probable. Tu te souviens de la tentative de Prigojine ? Elle a échoué parce que aucun officier supérieur de l'armée, même s'ils ont soutenu Prigojine en privé, enfin certains d'entre eux, aucun n'a osé se lever quand l'occasion s'est présentée. Ce qui nous amène à la troisième question centrale de ce sujet. La société russe pourrait-elle provoquer un changement de régime ? Est-ce que les Russes, épuisés par la situation, vont finir par craquer et descendre dans la rue ? Depuis l'invasion de l'Ukraine et les sanctions occidentales, une partie de la population russe, notamment la classe moyenne urbaine, a vu sa vie quotidienne chamboulée. Cette frange cosmopolite de la société a perdu son accès au monde extérieur. Des projets universitaires et scientifiques ont été annulés, limitant leurs opportunités. Des services comme Instagram, Netflix, Zoom sont inaccessibles. Ils ne peuvent plus renouveler leur parc d'appareils électroniques, comme le dernier iPhone, ou accéder aux services financiers internationaux, ou même obtenir des visas pour voyager en Europe ou aux États-Unis. Et qu'en est-il des petits entrepreneurs ? Ils ont vu de gros contrats s'évaporer. Cette déconnexion soudaine a rendu la vie beaucoup plus difficile pour cette Russie moderne et connectée. Pour ces Russes, les choses vont mal. Par exemple, les recherches sur Internet de termes comme faillite, refinancement hypothécaire et même don d'organes ont explosé depuis le début de l'invasion. Les recherches sur la dépression, l'anxiété et le suicide ont également grimpé en flèche. Bref, le rêve russe que dépeignent les médias d'État est loin de la réalité quotidienne de beaucoup de gens. Cette situation de guerre sans fin, de conscription forcée, d'incertitude économique et de propagande permanente a plongé de nombreux Russes dans une précarité grandissante. Il y a un fossé immense entre soutenir Poutine depuis le confort de son canapé et envisager de vendre un rein pour survivre. Il y a un précédent historique à cette situation. Dans les années 1990, lors de la crise politique soviétique, c'est justement cette classe moyenne urbaine qui est descendue dans la rue pour réclamer un changement de régime. La question, c'est de savoir si ça pourrait se reproduire aujourd'hui. En surface, on pourrait penser que la Russie est sur le point de connaître une nouvelle explosion sociale. Si les conditions continuent de se détériorer, cette frustration pourrait éclater de la même manière. Mais contrairement à Gorbatchev, qui tolérait un certain activisme politique, Poutine est impitoyable dans sa manière de gouverner. Non seulement il a neutralisé des figures de l'opposition comme Alexei Navalny, mais il a aussi fait passer des lois répressives qui criminalisent toute forme de protestation ou de critique contre le régime. Les rares manifestations spontanées qui ont eu lieu ont été rapidement réprimées par l'appareil de sécurité, avec des amendes exorbitantes, des arrestations et une intense propagande d'État. Beaucoup de Russes sont découragés de s'opposer publiquement au régime. Et puis, la censure des médias fait en sorte que seule la version officielle du Kremlin parvienne à la majorité des foyers russes. En somme, même si les conditions sont réunies pour une potentielle révolte populaire, la répression impitoyable et la censure rendent un tel scénario beaucoup moins probable. La Russie bloque l'accès à 81 médias européens sur son territoire, dont l'AFP, Le Monde, LCI et CNews. Et puis, il y a un autre souci majeur à prendre en compte. L'opposition à Poutine est concentrée principalement dans les grandes villes comme Moscou et Saint-Pétersbourg, qui ne représentent qu'un quart de la population russe. Le reste du pays, qu'on appelle souvent les trois autres Russies, se compose de villes industrielles appauvries, de zones rurales en déclin et des régions multiethniques. Or, ces régions dépendent beaucoup de l'État pour leur survie économique. Pour ces Russes, Poutine reste un défenseur des valeurs traditionnelles et de la sécurité nationale. Tant que Poutine parvient à maintenir ce flux de subventions et d'avantages sociaux vers ces zones, il est probable que sa base de soutien restera assez solide. Donc soyons réalistes, un soulèvement populaire généralisé, comme certains pourraient l'espérer, est peu probable. C'est difficile à reconnaître, mais cette guerre, c'est pas seulement celle de Poutine, mais aussi celle de toute la Russie. Mais voilà, même si Poutine venait à tomber, ça garantirait pas forcément un monde meilleur. Pourquoi ? Creusons un peu la question. Mais alors, qui pour gouverner ? La chute de Poutine peut sembler de la science-fiction, mais l'histoire nous montre qu'elle n'est pas totalement irréaliste. Est-ce que ce serait une bonne nouvelle ? Peut-être ou peut-être pas. C'est là que réside l'incertitude et, pour beaucoup, la peur. Comme tu l'as vu, ni les oligarques, ni l'armée, ni même la société russe ne s'opposent directement à ce que représente Poutine. Ce qu'ils veulent tous, c'est une Russie forte, respectée et autonome. C'est pour ça qu'ils soutiennent la guerre. Si certains expriment des doutes ou de la colère, ce n'est pas parce qu'ils sont choqués par les bombardements en Ukraine, mais plutôt parce qu'ils estiment que la guerre ne se déroule pas comme prévu. Et c'est là qu'il est tout le problème. Ils ont peur que si Poutine tombe, celui qui le remplacera pourrait empirer la situation. Certains analystes occidentaux commencent déjà
déjà à s'inquiéter de voir des noms comme Nikolaï Patrouchev émerger. Alors Patrouchev, c'est qui? Il est secrétaire du Conseil de sécurité de Poutine et l'un de ses alliés les plus proches. C'est surtout un des faucons du Kremlin, c'est-à-dire un des membres les plus durs du régime. Si quelqu'un comme Patrouchev accédait au pouvoir, beaucoup craignent que la situation n'empire encore. La guerre pourrait s'étendre jusqu'au territoire de l'OTAN. Et pire encore, la Russie pourrait envisager d'utiliser des armes nucléaires tactiques ou même biologiques. Alors qu'elles soient efficaces ou non, ce serait un signe d'un changement radical, presque d'un coup d'état idéologique au Kremlin. D'ailleurs, Petrouchev a déjà été le premier à avertir l'Occident avec des discours très menaçants. Un responsable russe met en garde contre le risque croissant d'utilisation d'armes nucléaires, chimiques et biologiques. Le secrétaire du Conseil de sécurité Nikolaï Patrouchev attribue la déstabilisation mondiale croissante aux tentatives de l'Occident de préserver sa domination. Alors bien sûr, un type comme Patrouchev pourrait être une catastrophe pour tout le monde, les oligarques, les militaires et même les Russes ordinaires. Mais comme souvent lors d'une transition compliquée, on sait jamais vraiment avec quoi on va se retrouver. Ceci dit, d'autres analystes sont plus optimistes. Selon eux, si Poutine tombe, c'est tout le régime qui s'effondre avec lui. Les structures de pouvoir, les réseaux de clientélisme et les incitations qui tiennent le tout en place pourraient s'écrouler comme un château de cartes. Dans ce cas, de nouveaux dirigeants et une majorité sociale émergeraient, réclamant un changement radical et rejetant toute la responsabilité sur l'ancien président. Est-ce que ce scénario a une chance d'arriver? Ouais. L'histoire nous prouve que c'est quelque chose qui se passe souvent lors de la chute d'une dictature. C'est un scénario assez fréquent. On l'a vu avec les dictatures soviétiques, les dictatures militaires en Argentine ou encore le régime de Franco en Espagne. Mais comme on l'a dit, il est très probable que Poutine reste au pouvoir pour l'instant. Pourquoi? Parce qu'il exerce un contrôle féroce sur les oligarques, l'armée et même la société russe. Il tient tout d'une poigne de fer. Cependant, tout peut arriver et on peut pas exclure des surprises dans les mois ou les années à venir. Il peut tomber malade ou pire, tomber dans les escaliers. Alors maintenant, c'est à toi qu'on pose la question. Est-ce que tu penses que Poutine peut rester au pouvoir même s'il ne gagne pas la guerre en Ukraine? On est curieux d'entendre ton avis, donc pense bien à l'écrire en commentaire et si t'as aimé cette vidéo, abonne-toi, like et partage. Et nous, on te dit à très vite pour plus d'actu.